Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Vous êtes formidables. Ce matin, nous recevons une mère, Yolande Miel. Yolande nous a contactés il y a quelques semaines. C'est une mère qui a vécu l'impensable il y a 2 ans, le suicide de son enfant. Maxence était transgenre, né dans un corps de fille. Il se sentait garçon. Merci beaucoup d'être avec nous, Yolande Miel. Merci d'accepter de témoigner ce matin. C'est dans ce livre, Maxence, ou le journal d'un mec bancal, que vous racontez son histoire, votre histoire, toute la souffrance liée à la transidentité. Et pour en parler avec nous ce matin, Michel Lemarec, président de l'association Contact 35, docteur Lucas Freton, vous êtes urologue, membre de Trans Santé France, et en duplex de Paris, Béatrice Denas, vous êtes enseignante à Sciences Po et cofondatrice et coprésidente de Trans Santé France. Alors d'abord, Yolande Miel, on voulait vous dire merci, parce que votre histoire nous a beaucoup touchés dans l'équipe. Alors si vous avez souhaité témoigner aujourd'hui, c'est pour porter un message d'espoir, mais surtout parce que vous voulez qu'on parle de transidentité. Voilà, tout à fait. Donc merci beaucoup de me recevoir. C'est un sujet important, il est important d'en parler. On n'en parle pas assez. Quand Maxence m'a fait son coming out en 2017, un coming out, c'est le fait de révéler son homosexualité ou, dans le cas de Maxence, sa transidentité. On en parlait très très peu. Et c'était bien dommage. Aujourd'hui, je constate qu'on en parle de plus en plus dans les médias, dans la presse, dans les séries, à la télé. On parle beaucoup de transidentité. Et c'est important, à mon sens, parce que ça dédramatise le sujet, ça le banalise. Et mon rôle, depuis le décès de Maxence, c'est d'informer sur la transidentité, essayer de dire que ce n'est pas quelque chose Si, c'est dramatique, évidemment, mais ce n'est pas quelque chose d'horrible. C'est simplement des enfants qui sont nés, comme vous l'avez dit, dans le mauvais corps. Ils ont un genre qui ne correspond pas au genre attribué à la naissance. Donc j'essaie d'informer essentiellement les parents, les adultes, essayer de leur donner des pistes, enfin leur montrer en quoi consiste la transidentité pour qu'ils puissent trouver les indices chez leur enfant au cas où. Justement, on va revenir tout au long de cette émission sur votre cheminement, votre parcours. Docteur, juste pour celles et ceux qui nous regardent et qui découvrent ce que c'est que la transidentité, comment on la définit aujourd'hui ? Comme Yolande l'a dit, c'est une non-conformité de genre. On est dans le mauvais corps, ou en tout cas on se ressent. L'identité de genre, c'est un ressenti intime. Et ce ressenti peut être en inadéquation avec le sexe attribué à la naissance, avec les caractères physiques qu'on peut avoir et son sexe génétique. Et ça peut induire une grande souffrance. Et puis ça peut induire une stigmatisation dans notre société. Et justement, comment Maxence a-t-il abordé avec vous cette question ? À quel âge ? Comment il a fini par vous dire tout cela ? Il a mis beaucoup de temps, trop de temps. Je pense qu'avec le recul, je pense qu'il a gardé ce terrible secret pour lui pendant plus de 2 ans. Il a ensuite donné quelques indices. Il se mesurait les épaules, par exemple. Où il me parlait, on regardait un soir, notamment on regardait un film un soir à la télé sur la transidentité. C'était un des premiers films qui sont sortis. C'était un père de famille qui avait fait sa transition, donc son changement de genre, qui était devenu femme. Et Maxence commentait en disant « mais c'est mal joué », je suis désolée pour ceux qui ont fait le film, ça aurait dû être joué par un trans. Moi, j'y comprenais absolument rien, mais de quoi me parle mon enfant ? Voilà, il me donnait ce genre d'indices-là. Et Michel Lemarec, dans votre association, vous avez des groupes de parole. Cette question du coming out, ce sont des discussions récurrentes au sein de votre association ? Oui, c'est la particularité de notre association. Elle a été créée à l'origine par des parents d'homosexuels, avec cette volonté d'offrir un lieu d'échange entre homosexuels et leurs parents,
de façon à partager les expériences qu'ils ont eues lors justement de cette annonce de l'homosexualité et ensuite de réfléchir à la manière d'accepter cette situation. Ensuite, évidemment, nous sommes ouverts au sujet de la bisexualité et donc depuis quelques années à la question de la transidentité qui est effectivement un sujet aujourd'hui considéré comme assez important pour beaucoup des personnes qui viennent dans nos groupes d'écoute de parole. Béatrice Denas, je me tourne vers vous. Vous êtes, vous aussi, passée par cette étape du coming out. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on passe cette épreuve ? Mais ce qui est dur, c'est qu'en fait, on se demande évidemment à chaque fois comment la personne en face va réagir. Et c'est ça, franchement, le plus dur. Dans ma situation, par exemple, donc, il y a à peu près 8 ans, je me suis décidé à l'annoncer à ma femme. Et honnêtement, c'est une épreuve terrible parce qu'en fait, en plus à l'époque, on parlait quand même quasiment pas de transidentité, on en parlait très très peu. Et c'est vrai qu'on se demande comment la personne va réagir, d'autant que j'avais lu sur quelques blogs sur Internet qu'en fait, la plupart du temps, les familles se disloquaient, les couples se séparaient. Et franchement, c'est très compliqué. Et puis après, quand je l'ai fait auprès des amis, auprès du monde professionnel dans lequel je suis, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on se dit comment les gens vont réagir, comment finalement face à une réalité que les gens appréhendent très très peu ou très très mal. Et je suis tout à fait d'accord avec Yolande pour dire qu'en effet, il faut qu'on en parle, il faut populariser cette situation. Et bien souvent, c'est parce qu'en fait, les gens ne connaissent pas qu'il y a cette forme de rejet, qu'il y a cette forme de paroles parfois transphobes, mais qui sont souvent liées à une méconnaissance en fait. C'est ce que vous dites, Yolande, dans votre livre, vous l'expliquez, quand il vous l'annonce, c'est votre monde qui s'écroule aussi. Complètement, oui. Et ça, c'est difficile à accueillir en tant que parent. Complètement. Moi, je n'y connaissais rien. À ce moment-là, je n'y connaissais rien. Donc, j'avais effectivement quelques indices que Maxence me donnait, mais je ne savais pas quoi en faire de ces indices-là. La transidentité, pour moi, enfin, je suis désolée de le dire, c'était les drag queens, les travelots du bois de Boulogne. C'était des idées que j'avais. Et justement, je voudrais que les gens n'aient plus ces idées-là. Ce n'est pas ça, la transidentité. Ce sont des personnes... Je n'aime pas le terme normal. Il n'y a plus de normalité, mais je veux que... Mon souhait, c'est que ça se banalise. Docteur, une petite question aussi. Sait-on vers quel âge les enfants sont capables justement de conscientiser cette dissociation entre leur enveloppe corporelle et le genre qu'ils ressentent ? Alors c'est une question dure pour un chirurgien, mais je vais quand même rencontrer des pédopsychiatres. Donc déjà, dès la petite enfance, les enfants peuvent exprimer leur ressenti de genre, leur identité de genre. Et une période cruciale, ça va être la puberté, quand les hormones sexuelles vont commencer à changer les caractères physiques et même le cerveau. Et là, il peut y avoir des changements dans cette identité de genre. Et aussi une confirmation pour la plupart. Béatrice Denas, vous qui, j'imagine, écumez les études, est-ce qu'il y a un âge auquel les enfants se rendent compte ? Est-ce que ça arrive tôt, finalement ? Alors, on dit qu'en règle générale, c'est vers 4-5 ans, en fait, et c'est d'ailleurs ce que j'ai vécu moi-même, pour beaucoup, en fait, de personnes trans, c'est vers 4-5 ans, c'est-à-dire que c'est au moment où, en fait, l'enfant prend conscience de son appartenance à son sexe biologique. Et c'est à ce moment-là que, il prend conscience ou pas. Et en l'occurrence, moi, j'ai constaté vers 4-5 ans qu'il y avait quelque chose qui clochait. En fait, j'étais un petit garçon, et en fait, je me sentais pas du tout être un petit garçon. Et alors, avec cette difficulté, c'est qu'évidemment, on est dans les années 50, 60, c'est qu'à l'époque, alors là, on parle pas du tout de transidentité, et qu'il a fallu que je vive ça pendant des années sans en parler, ce qui fait que à l'époque, mais ça existe encore maintenant, quand on ne veut pas écouter la parole des enfants, c'est que dans ce cas, on se replie sur soi-même, ce qui était mon cas. Moi, je suis rentré dans une hyper-timidité, une hypersensibilité, une très profonde mélancolie. J'osais même plus sortir, avoir des contacts avec qui que ce soit, tellement je me sentais mal. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, heureusement, on commence à écouter les enfants, on les aide, et ce qui permet justement d'avoir une enfance réussie, une enfance heureuse, ce qui n'a pas été mon cas. Je dis qu'en fait, les personnes trans de mon âge, ou plus jeunes d'ailleurs, ont eu une enfance perdue, parce qu'en fait, ils n'étaient pas bien dans leur corps, et personne n'était là pour les aider.
Et justement, ce que vous disiez, Yolande, c'est que vous, il y a 4 ans, vous avez eu le sentiment d'être toute seule, vous avez eu du mal aussi à vous documenter. On a l'impression quand même aujourd'hui qu'on en parle un peu plus. Michel Lemarec, comment vous l'expliquez cela, vous ? Je pense que pendant longtemps, les associations LGBT ont été menées par des homosexuels qui se battaient pour leurs droits. Ils étaient les plus nombreux au sein de cette association. Et après 2013, il y a eu un combat très rude pour le mariage pour tous. Beaucoup d'entre eux, fatigués, ont laissé un peu la place parce qu'ils avaient besoin de souffler. Et c'est à ce moment-là aussi que les personnes transgenres qui étaient déjà au sein de cette association ont pu dire qu'enfin leur tour était venu et que l'ensemble de la communauté LGBT devait d'abord et avant tout se battre pour les droits de ces personnes. Et ce qui explique pourquoi petit à petit ce sujet, je dirais, est devenu de plus en plus présent dans les combats politiques, sociétaux et aussi dans les médias. Vous partagez le même constat, Béatrice Denas ? Oui, tout à fait. Et en fait, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de faire aussi un petit peu ce parallèle avec le combat homosexuel. C'est-à-dire qu'en fait, si on revient 40, 50 ans plus tôt, c'est vrai que l'homosexualité, qui existe depuis la nuit des temps, comme la transidentité d'ailleurs, simplement on n'en parlait pas, ou c'était très marginalisé, ou comme le disait Yolande, pour nous d'ailleurs trans, c'est ça qui était une catastrophe, c'est qu'en fait c'était assimilé en général au cabaret, aux travestis, en fait, voilà, on mélangeait tout. Et ce qu'il faut, moi ce que j'espère, justement en faisant ce parallèle avec l'homosexualité, c'est qu'en fait on arrivera, moi je dis toujours dans 10 ans, j'espère que ce type d'émission, par exemple, n'aura plus lieu d'exister, qu'en fait, la transidentité sera reconnue comme une entité, entre guillemets, pas forcément qu'on peut dire normale, ça veut rien dire normal, mais une entité qui existe, comme l'homosexualité existe, comme l'hétérosexualité existe. Et voilà, on nous regardera plus comme des gens bizarres, des gens étonnants, des gens qu'on ne comprend pas. Et c'est en ça que finalement, heureusement, depuis très peu de temps, moi je me fais remonter ça à peu près dans les années 2010, c'est vrai que le combat pour le mariage pour tous a été certainement un déclencheur pour la reconnaissance aussi de la diversité et notamment de la transidentité. Je pense qu'en effet c'est à partir de là qu'on commence à parler de la transidentité. Et justement, Yolande Miel, donc il y a cette annonce où Maxence vous dit qu'il est transgenre. Qu'est-ce qui se passe après ? Donc après, tout a été très vite. Donc l'annonce a été faite juste après ce fameux film, ce fameux soir. Le lendemain, il m'envoie un texto en disant « Maman, la veille, il m'avait parlé d'un pote trans qui prenait de la testo. » Je lui dis « Voilà, c'est quoi ça ? C'est pas mon monde. » Donc je suis allée me coucher. Et donc le lendemain, un texto. « Maman, le pote trans dont je t'ai parlé, c'est pas un pote, c'est moi. » Donc là, j'ai la terre qui s'ouvre, j'ai un gouffre à mes pieds, je ne savais plus quoi faire. On me dit forte, j'ai tout le temps assumé ma vie, j'ai toujours réussi à me prendre en charge. Et ma fille, qu'est-ce que tu fais là ? J'ai demandé à Maxence s'il est seul, il est entouré de ses copains à ce moment-là. Voilà, donc je l'ai rassuré, je l'ai assuré que je serais là, que je suis sa mère, que je l'aimais, que je l'accompagnerais. Il est retourné en cours, je suis rentrée chez moi, je me suis mise sur Internet, j'ai commencé à regarder tout ce que je pouvais trouver à ce moment-là. Pas grand-chose à ce moment-là, il n'y avait pas autant d'associations qu'il y a à peine 4 ans, 4 ans et demi. Il n'y avait pas autant d'associations, pas autant de pages Facebook, Instagram qu'aujourd'hui. Donc avec les quelques informations que j'ai réussi à glaner, j'ai attendu mon enfant le soir. Voilà, j'étais prête. Et je l'ai accompagné de suite. Malheureusement, tous les parents ne le font pas. Il y a beaucoup de parents qui rejettent leur enfant, qui ne comprennent pas, qui les mettent à la porte. Je pense que Maxence avait peur de ça. Parce que j'ai vu sur un forum après, oui, j'ai fait mon coming out à ma mère, elle l'a mieux pris que je ne pensais. Donc effectivement, il avait très peur. Donc moi, je voudrais que tous les parents réagissent comme moi. Et qu'il n'y ait plus ce gouffre qui s'ouvre à leurs pieds. Ce sont des cas que vous avez, j'imagine, dans votre association, des parents qui coupent les liens qui coupent les liens, ou du moins, c'est avec ceux qui viennent en général nous voir. Ce sont des parents qui, à l'image de Yolande, ont été, choqués, qui ont été abasourdis par une annonce qu'ils n'imaginaient pas. Et c'est justement
tout l'intérêt d'une association comme la nôtre, c'est d'accueillir ces parents, d'accueillir leurs témoignages et à travers ces échanges entre parents et personnes LGBT présentes dans nos réunions, de les accompagner dans ce cheminement de l'acceptation pour ensuite aller vers le soutien justement de ces personnes, parce qu'on sait bien que le parcours d'une personne trans est évidemment peut être difficile, mais il va de soi que si la personne est aimée par ses parents, par ses proches, soutenue par ses amis, les choses sont évidemment beaucoup plus faciles. Et c'est en cela que le témoignage de Yolande est magnifique, c'est qu'on voit qu'elle a réussi après ce drame qui lui est arrivé, de le dépasser et à travers son livre, à travers les actions qu'elle peut mener, c'est Maxence qui est toujours à ses côtés et à nos côtés et on peut justement, à travers ce partage de vie, essayer pour nous tous d'avancer sur ce chemin. Justement, ce livre, Yolande, vous l'avez écrit à deux voix. On vous entend, vous racontez votre cheminement. On lit aussi ce que Maxence éprouvait à ce moment-là. Il le vit, mais vraiment très, très mal. Il en souffrait au quotidien. Il a donc fait beaucoup de tentatives de suicide. Comment on essaye d'être présent malgré tout l'amour qu'on porte à son enfant et de voir qu'il souffre malgré tout? Pour moi, c'était très, très, très difficile. Je parle en tant que maman. Donc, avant... J'avais une fille. Merci aux personnes trans de comprendre que moi, je suis une maman qui a eu un passé avec une petite fille. Voilà, les personnes à qui j'en parle le comprennent. J'avais une petite fille qui était heureuse, de qui j'étais très très proche. On était fusionnels, on me reprochait même d'être trop proche de cette petite fille. L'adolescence est arrivée. Moi, je pensais que mon enfant faisait une grosse crise d'adolescence. Donc j'ai mis 2 ans à comprendre qu'effectivement, il y avait autre chose, qu'il y avait cette transidentité-là. Et Maxence, je l'ai tout de suite rassuré, je l'ai tout de suite accompagné. Enfin, quand il m'a fait son coming out, on a tout de suite été voir une association trans, un psychologue, l'endocrinologue par la suite. Tout s'est enchaîné. Il savait que je l'appelais Maxence auprès de tout le monde. Mais il est quand même resté enfermé en lui-même. Pendant les 2 ans qui nous ont été donnés, j'ai eu beaucoup de mal à communiquer avec lui. Je pense que le fait qu'il ait gardé pour lui sa transidentité avant de faire son coming out à moi, à ses amis, ça l'a dévasté. La dépression s'est installée et il avait tout à fait les symptômes de la dépression. Il ne parlait plus, il s'enfermait et j'arrivais rien à en faire. Je lui parlais à travers une porte, physiquement. Ces états dépressifs, docteur, ils sont récurrents dans les personnes que vous suivez, vous, depuis 1 an et demi au CHU de Rennes? Ce qui est important de dire déjà, c'est que la transidentité, ce n'est pas une maladie mentale, mais que chez les personnes trans, il y a plus de ce qu'on appelle de co-occurrence, de dépression, de syndrome dépressif, de tentative de suicide. Probablement parce qu'il y a une souffrance, parce qu'on est mal dans son corps, on est mal dans la société. Et la société nous le ramène aussi tous les jours. On est dans une société très binaire, très sexualisée aussi. Et donc, ça nous ramène tout ça. Donc après, comme toutes les personnes qui ont des dépressions, il peut y avoir des tentatives de suicide, des suicides. Et on sait aujourd'hui surtout que l'accompagnement, les traitements, les chirurgies également, peuvent largement améliorer justement tous ces problèmes de dépression et de problèmes psychologiques. On va revenir dans quelques instants sur cette notion de transition. Mais Béatrice Delas, est-ce qu'on a des chiffres aujourd'hui sur le taux de suicide, notamment dans la communauté transgenre, ou en tout cas ceux qui font des dépressions dans ce public? Oui, il existe des chiffres. Alors, ce qui est vraiment malheureux, c'est qu'en fait, il existe quand même très peu d'études. Mais il en existe, par exemple, où on sait qu'il y a 10 fois plus de risques pour une personne trans, de risque de suicide par rapport à la population générale. On sait aussi, il y a une autre étude qui montre qu'il y a 1/3 des personnes trans qui ont été confrontées à une tentative de suicide, et c'est exactement le même chiffre. Donc à peu près, oui, c'est 34% de jeunes personnes trans, donc de jeunes trans, qui ont été confrontés à 1 ou 2 tentatives de suicide, et on dit en règle générale entre 7 et 17 ans. Donc c'est très important. Et pour aller dans le sens de ce que disait Lucas, en fait, il y a une étude qui vient de sortir de l'Académie américaine de pédopsychiatrie
en octobre, donc c'est tout récent, et qui montre qu'il y a une diminution de 73% des tentatives suicidaires chez les enfants trans lorsqu'ils ont pu bénéficier de bloqueurs de puberté. C'est-à-dire que lorsque, à un moment donné, c'est-à-dire quand la puberté arrive, on bloque leur puberté de telle sorte qu'en fait, il n'est pas, par exemple pour une petite fille trans, donc qui était garçon auparavant, donc pour qu'elle n'ait pas en fait, par exemple une pilosité qui se déclenche, ou pour un jeune homme, enfin un jeune garçon trans qui n'ait pas les seins qui se développent. Donc tout ce qu'en fait un jeune trans peut en fait refouler, ne pas vouloir en fait. Donc ces bloqueurs de puberté qui sont d'ailleurs contestés par certains permettent justement en fait aux jeunes de pouvoir véritablement s'affirmer dans le genre dans lequel ils considèrent pouvoir vivre et être. Vous vouliez ajouter quelque chose, docteur Pour Fronton? rebondir sur ce que disait Béatrice, c'est important de dire qu'on ne donne pas de traitements hormonaux ou on fait des traitements chirurgicaux chez des enfants. On fait des traitements à partir de la puberté quand on devient adolescent. On bloque la puberté par un traitement qui est réversible et qui va permettre, ce que disait Béatrice, à l'enfant de s'affirmer, de faire son choix. Est-ce qu'il veut aller faire une puberté dans le sens de sa transidentité, ou est-ce que finalement il s'est recherché et il veut faire sa puberté dans son sens biologique. Ça, c'est très important de le dire parce qu'il y a eu des tribunes actuellement et donc ça, c'est vraiment important, c'est de l'accompagnement et que c'est des traitements qu'on propose à des adolescents pour être mieux dans leur corps et pour ne pas avoir toutes les chirurgies secondaires qui peuvent arriver après. Et tout cela nécessite un suivi psychologique obligatoire, Béatrice Denas, ou pas? Alors ça, c'est la grosse question, parce qu'en fait, le gros problème actuellement, c'est qu'avec un protocole là, qui a été imposé depuis plusieurs années, en fait, une bonne dizaine d'années, en fait, il y a un protocole, le protocole HAS, comme on dit, Haute Autorité de Santé, qui impose, en fait, d'avoir une espèce de laissez-passer psychiatrique qui, finalement, détermine qu'on a bien une dysphorie de genre. Et ça, la plupart des associations, dont la nôtre, Trans Santé France, on combat cela parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'un psy pour déterminer qu'on est trans. Simplement, en revanche, on peut avoir besoin d'un psychiatre, on peut avoir besoin d'un psychologue, exactement comme n'importe quel citoyen. Et moi, j'en ai eu besoin parce que moi aussi, ces questions de suicide, évidemment, ça m'a touché et j'ai failli aussi suivre cette voie-là. Et c'est en ça que finalement, bon, j'ai eu un suivi avec un psychiatre puis avec une psychologue qui m'ont profondément aidé. Mais en tout cas, ce qui est vraiment évident, c'est qu'il ne faut pas d'un psychiatre pour déterminer qu'on est trans. En fait, c'est pas une maladie comme on l'a dit. Donc, en revanche, après, ils peuvent évidemment nous aider parce qu'en fait, vous l'avez vu, enfin, vous l'entendez bien, il y a vraiment une grande souffrance parce qu'il y a cette inadéquation entre notre corps et notre esprit. Justement, Yolande Miel, vous habitez à Vannes. Est-ce que ça a été facile de trouver des professionnels quand Maxence vous a annoncé sa transidentité? À Vannes, à ce moment-là, il n'y avait rien. Il n'y a pas encore grand-chose. Donc, quand Maxence m'a annoncé son intention de transitionner, donc de changer son apparence, il a fallu aller très très vite. Et pour avoir les coordonnées des médecins, ça c'est une grosse lacune aujourd'hui, il a fallu aller rencontrer une association trans à Rennes pour avoir sous le manteau des coordonnées de psychiatres et d'endocrinologues. Voilà, c'est comme ça qu'on a réussi à avoir les coordonnées de médecins. Donc à Vannes, non, il n'y avait rien. À l'heure actuelle, les médecins généralistes, certains commencent à s'y intéresser, commencent à recevoir des patients trans sur Vannes, parce qu'il y en a quelques-uns quand même. Ouais. Justement, docteur Fronton, comment vous êtes arrivé à vouloir vous former sur cette question? Alors moi, c'est par rapport en fait à ma spécialité. Moi, je suis urologue et je me spécialise et je suis spécialisé maintenant dans la chirurgie génitale. Et j'ai rencontré, en fait, c'est toujours le fruit de rencontres, le docteur Morel Journel, qui est coprésident avec Béatrice et qui est chirurgien à Lyon et qui a développé la chirurgie pour les personnes trans depuis de longues années maintenant. Et il m'a vraiment donné l'envie de développer cette chirurgie. J'ai commencé, moi, des consultations et certaines chirurgies progressivement.
Et ça permet surtout de s'ouvrir à tout un autre monde qui nous enrichit en fait. C'est vrai qu'on parle de transition, mais est-ce que finalement toutes les personnes transgenres font cette transition? Par exemple, qu'est-ce que vous constatez, vous, Michel Lemarec, dans les personnes que vous accompagnez dans votre association? Alors déjà, juste une première précision, notre association a pour objectif d'accompagner les personnes, effectivement, les personnes transgenres et leurs proches. Donc on est bien sur cette voie-là que nous essayons de proposer, en tout cas pour les parents, pour qu'ils acceptent ces situations-là et qu'ils accompagnent correctement leurs proches. Il y a d'autres associations qui, elles, ont vraiment comme objectif d'accompagner les personnes trans. Je pense principalement sur Rennes à Adelphes, l'association Adelphes, l'association Ouest Trans, et puis évidemment ISKIS, qui est le centre LGBT+, sur Rennes. Et pour un peu faire écho à ce que disait Yolande, c'est vrai qu'elles sont toutes les trois basées sur Rennes et que sur le reste de la Bretagne, peu d'associations sont là pour accompagner les personnes trans, genre ou en questionnement, car effectivement, sur ce point, c'est aussi important, il y a des personnes qui ont une vision très claire du fait qu'elles désirent changer le genre qu'on leur assigné à la naissance et qui ont la volonté ou non de faire une transition. On peut aussi décider de s'arrêter à tel ou tel moment dans une transition. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont être dans une réflexion sur la binarité, sur le genre, sans vouloir justement changer de genre, mais être plutôt dans une non-binarité. C'est en cela que nous parlons non pas de la transidentité, mais des transidentités, pour bien marquer la diversité des profils que nous pouvons accueillir au sein de nos associations. Ce que dit Michel Lemarec, Béatrice Denas, c'est que finalement, chaque personne transgenre, c'est chaque histoire, à chaque fois une histoire différente, c'est ça? Exactement. Chacun finalement est différent et en effet, comme c'était précisé, il y a des transidentités et c'est en ça que la plupart des associations d'ailleurs ne souhaitent pas qu'il y ait un protocole comme ça a pu exister encore une fois par exemple médical qui soit valable pour tout le monde. Là actuellement, on sait que par exemple chez la plupart des jeunes, il y a des sondages qui montrent qu'il y a quand même, je crois que c'est pas loin de 20% de jeunes, donc ça va jusqu'à peu près 35 ans, qui se considèrent comme non-binaires. Donc non-binaire, ça ne veut pas dire qu'ils vont en effet passer d'un genre à un autre, ça veut dire qu'ils passent eux-mêmes d'un genre à un autre en fait. Donc on n'est pas on n'est pas finalement dans une normalité, on est dans une fluidité comme on dit, et chacun, et par exemple ces non-binaires peuvent certains souhaiter par exemple un léger traitement hormonal et pas forcément un gros traitement hormonal et surtout pas aller jusqu'à la chirurgie. Donc voilà, il y a vraiment des quantités de situations et c'est là-dessus d'ailleurs qu'on est en train de travailler au sein de notre association puisque l'année prochaine, on espère justement que la Haute Autorité de Santé et que la Caisse nationale d'assurance maladie vont revoir tous ces anciens protocoles et faire en sorte de vraiment s'adapter à la situation actuelle. Yolande Miel, aujourd'hui, vous nous avez dit qu'il était trop tard pour sauver Maxence. Après sa mort, vous avez décidé d'écrire. Comment cela vous a aidé à traverser cette épreuve? Alors on dit que l'écriture aide à faire son deuil, aide à beaucoup de choses. Quand Maxence s'est décédé, tout de suite, dans les premiers jours, j'ai eu besoin de faire quelque chose. 17 ans, c'est pas un âge pour mourir. Donc il fallait que je fasse quelque chose de ça. Je me suis intéressée à une association au départ. J'ai vu que c'était... Enfin, je suis désolée, Michel, c'est quelque chose de trop rigide pour moi. J'ai cherché d'autres voies. Je me suis mise à écrire un blog qui a fonctionné. Il avait ses petits lecteurs. J'avais des retours. Le confinement est arrivé. On m'a dit mais pourquoi ce blog-là, tu en ferais pas quelque chose? Donc je me suis mise sur mon petit ordi et puis j'ai retravaillé tout ça. Et le livre est sorti pour l'anniversaire de Maxence. Voilà, donc c'est pour aider des personnes à comprendre la transidentité, dire aussi aux jeunes qu'il faut qu'ils informent leurs parents qui n'attendent pas trop longtemps pour parler, parce que pour Maxence, ça a été dramatique d'attendre. Et vous vouliez ajouter quelque chose? La particularité, c'est que Maxence avait la chance, même si ça n'a pas été suffisant, d'avoir une maman attentive. Il est vrai que dans certaines familles, le coming out
est impossible. Et c'est toute la difficulté pour certains jeunes de trouver aussi des soutiens parmi leurs proches, leurs amis, soutien dans la famille ou soutien parfois dans le lycée ou ailleurs, pour pouvoir justement avancer dans leur réflexion et a fortiori lorsque par exemple les parents, eux, n'acceptent pas ou ne peuvent même pas accepter la chose à tel point que l'enfant va refuser même de commencer à engager une discussion sur le sujet. Justement, sur votre blog, vous disiez que vous receviez beaucoup de messages de jeunes qui vous remerciaient de laisser cet espace ouvert. Est-ce que vous vous attendiez à un tel écho ? Non, je ne pensais pas. Enfin, j'écrivais pour moi, j'écrivais pour Maxence, je parlais à Maxence. Et ça a eu un écho auprès des jeunes on me remercie encore aujourd'hui que des adultes fassent quelque chose pour eux. Les jeunes sont très contents que les adultes s'y intéressent. Donc, à partir de là, ils vont avoir moins peur de l'annoncer, enfin, d'en parler à leurs parents, à leurs profs, aux adultes, ils ne savent pas. Enfin, ils savent qu'ils ne sont pas entre jeunes, parce qu'entre jeunes, ils se connaissent maintenant. La transidentité, c'est beaucoup plus accepté, la transidentité, la non-binarité. Et avec ça, ils savent que les adultes s'intéressent au sujet. Justement, aujourd'hui, vous faites des interventions en milieu scolaire. Pour quel but ? Comment vous amenez les choses ? Alors, lorsque nous intervenons dans les collèges, les lycées, l'objectif est de parler des discriminations et ensuite de faire une focale sur la transphobie et l'homophobie. Et justement de créer en fait des liens en montrant justement les points communs qu'il y a entre différentes formes de discrimination. Et évidemment, l'intérêt ensuite, c'est de libérer la parole entre les élèves et essayer de comprendre justement ce qui peut créer le blocage qui fait que parfois certains élèves ont du mal à accepter, par exemple, d'être face à une personne transgenre. Et donc de savoir comment faire pour bien accueillir la personne. Justement, vous avez commencé à en faire, Yolande Miel. Quels sont les échanges qu'est-ce qui ressort de ces échanges avec les élèves ? Alors pour l'instant, j'ai fait qu'une intervention avec Michel. C'est vrai que c'était une intervention un petit peu particulière. C'était dans la salle de permanence, il y avait 60 ou 70 élèves, donc il y en avait plein partout. C'est impressionnant, j'imagine aussi. Voilà, et puis j'en avais un là, juste en face de moi, c'était un petit Maxence qui posait plein de questions, donc c'était très perturbant de voir ce gamin qui posait des questions. Il y avait deux autres jeunes filles aussi, qui sont sorties de la salle au moment où j'ai parlé. Ça les a choquées, qui sont revenus nous parler ensuite. Donc il y a eu un écho. Et avant, je regardais un peu les élèves qui dormaient. C'est une tactique pour emmagasiner les choses. C'est vrai classique dans une classe. Voilà. Après, je voyais leurs yeux, effarés. Mais vous avez capté certains élèves ? Vous avez senti ça ? Ouais. Les deux gamines en particulier qui sont revenues, on a senti que c'était important pour elles qu'on en parle, effectivement. C'est vrai que Béatrice Denas, on en parle beaucoup, mais aujourd'hui, comment on fait pour changer les mentalités ? Je pense qu'en fait, il faut en parler, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas de secret. Et c'est toute la force aussi des médias, d'ailleurs, de le faire. C'est de parler, mais aussi de dire des vérités. Parce que, comme l'évoquait tout à l'heure Lucas, malheureusement, en ce moment, alors est-ce l'approche, vraisemblablement c'est l'approche des élections, de l'élection présidentielle, mais il y a des prises de position actuellement qui sont totalement, qui sont dramatiques en fait quand on lit des tribunes avec une quantité de contre-vérités, de mensonges concernant la transidentité. Et moi je me dis que là, en revanche, c'est contre-productif et en plus, comme on le sait très bien, c'est que lorsque l'on suscite la peur, il y a chez certains vraiment cette volonté de susciter une peur dans la population, donc une espèce de haine contre la transidentité, ça c'est vraiment dangereux. Et c'est pour ça qu'à côté de ça, heureusement, des émissions comme la vôtre, des articles ou autres qui peuvent en parler, des interventions en effet, comme le font Michel, Yolande dans les classes. Moi je le fais aussi dans certaines entreprises, d'ailleurs pour vous dire, même dans votre propre entreprise, à France Télévisions, j'interviens auprès des journalistes justement pour expliquer ce qu'est la transidentité, les transidentités, la non-binarité. Donc voilà, il faut en fait que ça se fasse, j'allais dire, un peu partout, pour qu'en fait on prenne conscience, et en effet, ça existe,
simplement que contrairement à ce qui se dit, ça n'est pas un phénomène de mode, ça n'est pas une idéologie, c'est pas un choix, c'est pas un caprice d'enfant, parce que quand on voit la souffrance que certains ressentent et quand on voit qu'en effet ça peut arriver, enfin ça peut aller jusqu'au suicide. Dans le cas de Maxence, ça aurait pu m'arriver, j'aurais pu, en effet, aujourd'hui, je pourrais ne plus vous parler parce que plusieurs fois, moi aussi, j'ai eu cette envie de quitter cette vie, en fait, qu'on pouvait me refuser. Donc, en fait, voilà, il faut en parler, il faut simplement expliquer que c'est une situation, on ne l'a pas demandé. Franchement, je pense que on aurait été, j'allais dire, 6, comme on dit, 6 genres, c'est-à-dire non transgenres, ça nous aurait facilité la vie, hein. Franchement, on ne le cherche pas. Donc que les gens comprennent que c'est vraiment pas pour embêter le monde qu'on fait ça. Et voilà, on est comme ça, on vit comme ça. Eh bien, acceptons notre vie tout simplement. C'est vrai que j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Chez certains professionnels, on peut entendre ce discours de c'est un effet de mode, les jeunes en parlent entre eux. Donc, comment vous réagissez là-dessus en tant que professionnel médical ? Chez les professionnels de santé, en tout cas, nous, on avait fait une étude là, au CHU de Rennes. La très grande majorité était en faveur de l'accompagnement des personnes trans. C'est probablement des gens et puis ceux qui parlent dans les médias et qui en parlent, ils ont des idées très arrêtées. Ils ne connaissent pas. Ils disent savoir des choses, mais quand on a un petit peu vécu dans ce monde-là et qu'on regarde ce qu'ils écrivent, on est souvent choqué par ce qu'ils écrivent et on se rend compte qu'ils ne suivent pas énormément de personnes trans. Et justement, dans votre association Béatrice de Netz, vous faites en sorte aujourd'hui de croiser les regards entre professionnels pour un meilleur accompagnement des personnes trans. Comment vous faites ? C'est vraiment le but de cette association dont je rêvais franchement depuis des années, depuis que j'ai suivi mon parcours médical et avec d'autres médecins. On avait vraiment envie de faire en sorte que cette association, c'est une rencontre de personnel de la santé, bienveillant forcément, et aussi donc de personnes trans comme moi, de familles également, et d'associations, puisqu'il y a quelques associations déjà qui nous ont rejoints. Et en fait, notre but, alors contrairement par exemple à Contact, qui est une association formidable de proximité, de terrain, nous on est une association où franchement on travaille, nous en revanche, pour essayer de faire évoluer, Contact aussi veut faire évoluer les choses, mais nous vraiment notre finalité c'est de faire évoluer tout ce qui concerne en effet le parcours de soins quand les personnes trans le souhaitent. Je vous racontais en effet ce qui se passe actuellement, donc on est encore sur des parcours trans qui sont totalement obsolètes. Donc voilà ce qu'on veut faire évoluer, mais on veut faire évoluer beaucoup de choses également, parce qu'il y a également la médecine de reproduction, on n'en a pas parlé, mais qui est importante aussi, parce que ça aussi on n'en parle pas beaucoup, mais il est nécessaire que les plus jeunes, avant de passer par le traitement hormonal, puissent faire une préservation de gamètes. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est important de mettre sur la table pour faire en sorte que chacun puisse préserver soit ses spermatozoïdes, ses oocytes. Et là aussi, il y a une grosse évolution à faire dans la société parce qu'actuellement, par exemple, la PMA n'est pas autorisée quasiment pour la plupart des personnes trans qui sont obligées d'aller en Espagne ou en Belgique. Il y a également un problème de filiation. Donc vous voyez, finalement, il y a vraiment des gros dossiers sur lesquels c'est important que dans notre association, par exemple, où il y a en effet des médecins, des juristes, des universitaires, des personnes concernées, on puisse faire évoluer tout cela au sein de la société. Et pour vous, Yolande, aujourd'hui, l'objectif, c'est de sensibiliser encore et encore. Voilà, informer sur la transidentité, dire aux gamins de ne pas avoir peur d'en parler. Si les parents les refusent, qu'ils en parlent à un oncle, à un prof, à un adulte, il faut qu'ils trouvent quelqu'un pour les accompagner. Il ne faut pas qu'ils restent seuls. Et si vous aviez un dernier message à adresser à celles et ceux qui nous regardent, qui peut-être découvrent la transidentité ou sont peut-être aussi plein de questionnements, qu'est-ce que vous leur diriez ? Accepter les personnes transgenres, comme disait Béatrice, ce sont des personnes, pas comme vous et moi, mais des personnes qui n'ont rien demandé. Elles ont besoin d'être accompagnées, elles sont tellement mal dans leur corps qu'elles ne peuvent pas rester seules. Maxence était tellement mal dans son corps, il ne supportait tellement pas son corps, il se trouvait monstrueux. Le soutien, ça n'a pas suffi. Il s'est fichu en l'air, mais accompagnez-les le plus possible.
Merci beaucoup Yolande pour ce témoignage poignant. Votre récit est à retrouver aux éditions Polo Roman, Maxence ou le journal d'un mec bancal. Merci également à vous Béatrice Denas. Vous racontez aussi votre histoire dans ce livre, Ce corps qui n'est pas le mien, aux éditions First. Merci docteur Lucas Freton d'avoir été avec nous. Michel Lemaric, je crois qu'il existe aussi un numéro où les jeunes peuvent appeler en cas de besoin. Il y a une ligne nationale téléphonique gratuite et anonyme, donc ce qui permet aux jeunes, mais aussi aux proches, de téléphoner pour pouvoir échanger sur le sujet de façon donc tout à fait discrète, anonyme. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous. Merci à vous qui nous suivez chaque matin sur France 3 Bretagne. Je vous souhaite une très belle journée. Yolande, c'est l'heure de la petite photo parce que vous intégrez officiellement notre petite famille. Vous êtes formidable et merci encore d'avoir partagé tout cela avec nous.